Oula, bonjour mes petits stades génitales. On commence bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode explicatif et aujourd'hui on va parler du syndrome de Cotard. Pour vous en donner une petite vision d'ensemble, c'est un syndrome qui apparaît surtout chez des patients qui ont développé de l'hypocondriaquerie ou des syndromes mélancoliques. C'est une dépression très lourde, mais pas dans le bon sens du coup. C'est le 28 juin 1880 que le docteur Cotard présente devant la Société médico-psychologique, un très grand nom pour pas grand chose, un mémoire qu'il a intitulé Du délire hypocondriaque dans une forme grave de la mélancolie anxieuse, un très grand nom pour pas grand chose, qu'on va du coup plus tard considérer comme l'acte de baptême en très gros guillemets de syndrome et un peu la découverte de syndrome. Mais du coup, le docteur Cotard l'appellera en tout premier lieu le délire des négations et c'est plus tard qu'on va le surnommer syndrome de Cotard car c'est Cotard qui l'a découvert, vous avez compris, vous êtes pas bête. C'est un syndrome qui est extrêmement complexe du fait qu'il vient se greffer sur une autre maladie qui elle est très intense, donc l'hypocondriaquerie et un gros épisode dépressif. Du coup elle est d'autant plus complexe et on peut la caractériser sous la forme de 3 paliers, 3 idées, 3 manifestations. Donc on a premièrement les idées de négation, ensuite les idées de damnation et pour finir les idées d'immortalité. Je vous explique. Tout d'abord les idées de négation d'organes, donc comme leur nom l'indique, c'est tout simplement quand le sujet a vraiment une impression vraiment viscérale, une conviction que certains de ses organes ont disparu, ou sont en train de pourrir, sont morts, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont plus actuellement fonctionnels. Par exemple, on a des patients qui présentent cette maladie qui du coup ont l'impression de ne plus avoir de cœur, de ne plus avoir de tube digestif, de foie, de poumon, tout ce que vous voulez qui a une fonction vitale, ils pensent qu'elle est morte, que cette partie de leur corps n'existe plus. Dans les idées de damnation, on va plutôt observer un sentiment de culpabilité qui est totalement excessif. Par exemple, on va avoir des patients qui vont se sentir souillés et vont avoir peur de contaminer des gens dans la rue alors qu'ils ne les connaissent même pas, juste en les rencontrant, juste en les croisant. Et enfin, on finit avec le meilleur, les idées d'immortalité. Vous l'aurez compris, le sujet a l'impression d'être immortel, tout simplement parce que si ses organes vitaux sont soit en train de pourrir, soit totalement morts, soit disparus, et qu'il est toujours là, pour lui, c'est tout simplement qu'il est devenu immortel. Et des fois, on peut observer avec ce syndrome ce qu'on appelle la démonopathie, ici. Alors encore une fois, un très grand mot pour pas grand chose, c'est tout simplement la conviction d'être possédé par le démon. Encore une fois, c'est très joyeux cet épisode, on adore. C'est pas grand chose, tu sais, genre, coup je suis possédé par le démon, mais tranquille, ça va. Pour parler maintenant un petit peu plus des symptômes, c'est un syndrome qui est tellement particulier qu'il présente énormément de symptômes différents. On a notamment, je sors ma petite liste parce que c'est long, un état délirant, donc comme je vous l'ai dit, des hallucinations, des pensées d'immortalité comme dit précédemment, de damnation, de négation d'organes. Il pense donc que ces organes sont pourris, bouchés, absents. On est parfois même en présence de négation de corps, c'est-à-dire que le patient pense vraiment qu'il n'a plus de corps. On ajoute à ça de l'anxiété assez grave, des hallucinations visuelles, de l'automutilation et beaucoup de cas de suicide. Alors, petite particularité en plus, on observe parfois dans ce syndrome des troubles du regard. C'est-à-dire que le patient peut par exemple pas se regarder dans le miroir ou alors quand il se regarde, il a l'impression que son reflet a tout simplement été gommé, a été effacé, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas, il ne se reconnaît pas dans le miroir. Et alors c'est pas du tout un problème de vision en tant que tel, mais c'est plutôt un problème de vision mentale, c'est dans son cerveau qu'il y a un problème qui fait une interaction qui fait qu'il ne se voit pas, il ne se reconnaît pas dans le miroir. Et on a aussi dans certains cas des patients qui présentent ce qu'on appelle un délire d'énormité, c'est-à-dire qu'il a l'impression que son corps devient trop grand pour lui et qu'il ne peut plus le supporter en fait. En résumé, on a la négation du monde, de soi, de ses organes, ensuite un sentiment d'immortalité, ensuite une impression de grandeur dans le sens du délire d'énormité, des idées de damnation, de possession, encore une fois, la démonopathie, génial. Des troubles anxieux et dépressifs, des idées suicidaires, des préoccupations hypocondriaques, de l'automutilation qui peut aussi aller parfois jusqu'au suicide, et une perte de la vision mentale.
Au niveau des causes, cette fois-ci, on rencontre ce syndrome la plupart du temps dans des dépressions mélancoliques et des contextes qu'on appelle anxio-dépressifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des dépressions graves et de la bonne anxiété des familles. Et le plus souvent, les personnes atteintes de ce syndrome sont généralement des personnes âgées et plus particulièrement des femmes. C'est un trouble qui apparaît d'une façon assez soudaine, mais généralement ça n'apparaît que chez des patients qui présentent déjà un trouble en base. Ça vient vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, se greffer par-dessus. Donc plus précisément des dépressions cliniques ou des troubles neurologiques, ce genre de choses. Mais parfois ce syndrome peut aussi apparaître suite à un trauma. Par exemple, en 1996, une personne souffrant de ce syndrome a été diagnostiquée suite à un accident de moto. L'origine de ce syndrome reste assez méconnue, mais les spécialistes évoquent un lien entre des dysfonctionnements sur 2 aires du cerveau. Les mots compliqués arrivent, faites attention. Tout premièrement, le gyrus fusiforme, qu'on appelle aussi le gyrus temporal latéral, encore une fois des mots compliqués pour une toute petite partie, qui lui du coup intervient dans la reconnaissance des visages, et aussi l'amygdale qui elle est associée plutôt à la région des émotions. Du coup, un dysfonctionnement dans ces 2 parties bien précises provoquerait du coup une absence d'émotion chez la personne souffrante et aussi une absence de reconnaissance dans le miroir, tout simplement. À l'heure actuelle, on observe que très rarement le syndrome de Cotard, voire plus du tout simplement pour la raison qu'aujourd'hui on traite beaucoup plus vite les troubles mentaux, et ce syndrome venant se greffer sur un autre trouble mental, il n'a pas le temps d'apparaître si le premier trouble mental est traité très rapidement. C'est tout simplement pour ça qu'on le croise beaucoup moins souvent à l'heure actuelle. Il disparaît alors au fil du temps avec les avancées des traitements psychologiques, psychiatriques et neurologiques. Pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets que juste des aspects théoriques comme ça que je vous balance, il y a plusieurs cas qui ont été référenciés dans les dernières années et je vais vous donner un petit peu les cas les plus connus. Aux États-Unis, tout d'abord, il y a une jeune femme qui s'appelait Hailey Smith, très joli prénom, qui a vécu du coup pendant 3 ans en pensant qu'elle était morte. On se demande ce qu'elle a fait pendant 3 ans. Ensuite, le chanteur de Mayhem, Per Yngve, bref, Olin, qui était connu sous le nom de scène de Dead, aurait été atteint de ce syndrome. On le décrivait du coup comme étant totalement obsédé par la mort, pareil, d'une façon très hardcore. Et en fait, il pensait tout simplement que son corps était gelé, et ça depuis son enfance. C'est-à-dire qu'il a vécu avec ce syndrome pendant des années, des années. Instant gay, il s'automutilait très fréquemment et il a fini du coup par se suicider tout simplement. Tout simplement, en mode c'est la base tout simplement. Et enfin, mon cas préféré, un tueur en série, Richard Trenton Chase, en aurait été lui aussi atteint. Il se plaignait qu'on lui volait ses artères pulmonaires et que parfois son cœur arrêtait de battre. Et alors pour contrer cela, le mec il est pas bête, il s'est mis à manger des animaux crus. La bonne solution, normal. Et du coup, pourquoi il faisait ça? Parce qu'il pensait, tout simplement, très logiquement, que ça allait permettre à son cœur de battre. Et enfin, pour finir cet épisode, un petit bonus pour les cinéphiles. Un film qui s'appelle Welvé, qui est sorti en 2013, parle justement de ce syndrome. Pour vous en faire un petit résumé, c'est un thriller qui s'ouvre du coup sur une définition du syndrome de Cotard, qui met en scène une mère et son fils, dont l'un d'eux est atteint du syndrome de Cotard. C'est déjà la fin de ce 2e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Toutes les sources sont dans la barre d'infos. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je crois que je vais vous laisser, je commence à sentir mes organes pourrir et je me sens pas très bien.